Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Ce matin, la déposition de ce témoin continuera. Il sera interrogé par l'accusation, puis par les co-avocats principaux pour les parties civiles. Par ailleurs, aujourd'hui, la juge Courtright siège. Je prie le greffier de faire rapport sur la présence des parties à l'audience. Le micro de la greffière est éteint, signale l'interprète. La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, sauf l'accusé Ieng Sary. Celui-ci se trouve dans la salle de détention temporaire du sous-sol. Il souhaite renoncer à son droit d'être présent à l'audience aujourd'hui. Il en a fait la demande par le biais de son avocat. Le document de renonciation a été remis au greffe. Merci. Le Président. Merci. La Chambre est saisie d'une demande présentée par Ieng Sary, datée du 4 septembre 2012. L'accusé souhaite renoncer à être présent physiquement dans le prétoire. Il demande l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire aujourd'hui. Le médecin traitant de l'accusé du centre de détention a examiné Ieng Sary ce matin. Il a constaté que celui-ci était pris d'étourdissement, qu'il était fatigué et qu'il ne pouvait rester longtemps assis à cause de douleurs lombaires. Il a recommandé que la Chambre l'autorise à suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol. Ieng Sary lui-même renonce à son droit d'être présent dans le prétoire en raison de son état de santé. Étant donné que Ieng Sary peut communiquer avec sa défense et qu'il est mentalement et physiquement apte à suivre l'audience depuis la cellule temporaire, la Chambre fait droit à cette demande. L'accusé pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Service audiovisuel, veuillez brancher le matériel dans la cellule temporaire. Monsieur Nong Sophon. On nous rapporte que ce matin, vous ne vous sentez pas très bien à cause d'une pression artérielle élevée. Est-ce exact? Réponse, c'est exact, Monsieur le Président. Le Président. Merci. Merci d'avoir malgré tout répondu à la citation à comparaître de la Chambre.
Ce matin, si vous ne vous sentez pas bien, veuillez en avertir immédiatement la chambre en levant la main. La chambre, le cas échéant, vous laissera vous reposer ou suspendra l'audience, selon la situation. Le témoin, je vous remercie. Le président. À présent, la parole est donnée à l'accusation. Le coprocureur. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour à mes confrères et à vous, Monsieur Nong Sophan. J'en suis à la dernière étape de mon interrogatoire et j'aimerais passer en revue quelques documents supplémentaires. Les premiers sont de télégrammes. Ce sont les derniers que nous allons examiner. Le premier porte la cote suivante E3 bar 107 7, annexé au premier PV d'audition. J'en ai un exemplaire papier. Si vous m'y autorisez, nous allons projeter ce document à l'écran. Le président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Le coprocureur, merci. Monsieur Nong Sophan. C'est un document un peu plus long. Il est daté du 10 avril 1978 et intitulé Télégramme 324, adressé au comité 870 bien-aimé. Commençons par examiner la dernière page. La signature en dessous de la date du 10 avril 1978. On voit apparaître un nom, c'est. Savez-vous qui est cette personne? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse: non, je ne connais pas cette personne. Question: sous le nom et sous la ligne indiquant la date de réception, à savoir le 11 avril 1978, nous voyons la mention suivante: Homme, Homme Nuon, Homme Van, Homme Vorn, Bureau, Archives. C'est la ligne copie A, dont on a parlé à plusieurs reprises dans le cadre d'autres documents. Mais à la première page, on voit également une annotation en haut à gauche. En anglais, ça a été traduit par Oncle Non. Est-ce que vous voyez cette annotation? Et d'après vous, est-ce qu'il s'agit d'une mention disant Oncle Non? Réponse: oui, je vois cette annotation telle que vous l'avez lue à voix haute. Question: pouvez-vous identifier cette écriture?
Réponse. J'aimerais que vous lisiez ce que j'ai dit aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. L'accusation. Excusez-moi, dans le résumé écrit dont nous disposons, il n'y a pas de détails relatifs à ce document. Si vous n'êtes pas certain, pas de problème. Si vous ne savez pas à qui cette écriture appartient, pas de problème. Nous considérons qu'il s'agit de votre réponse. Le témoin. Merci. Le coprocureur. Examinons brièvement le contenu du document. À la première page, dans les 3 versions linguistiques, nous avons encadré le paragraphe pertinent. Plus haut, il est question de la situation à la frontière thaïlandaise et laotienne. Dans cet encadré, voici ce qu'on lit. Je cite: « Les bastions de ces traîtres se trouvent à la montagne de Dangrek. Nous avons un plan visant à les rechercher et les détruire. Avant, la clique d'Intam avait l'appui des traîtres de la région 103 dont Hang était le chef. Mais, après que nous avons arrêté Hang et tous ses acolytes dans le district de Chamksan et dans l'unité militaire de la section du secteur 103, la clique d'Intam a perdu son soutien. » Il est question d'un certain Hang du secteur 103. S'agit-il du Hang du secteur 103 dont nous avons parlé ces derniers jours, cette personne étant secrétaire du secteur? Réponse. Oui, il s'agit du même Hang. L'accusation. Merci beaucoup. Je vais vous montrer un autre télégramme provenant du même endroit et nous verrons si vous reconnaissez ce télégramme. Ce sera le dernier. C'est le document E3-918 daté du 10 janvier 1978. À nouveau, j'en ai un exemplaire papier pour le témoin et moyennant votre autorisation, nous sommes prêts à afficher ce document à l'écran. Le président, je vous en prie. Again, this document is copied. L'accusation, à nouveau, copie à oncle Nguyen, frère Van, frère Von, frère Kyo, bureau et archives. Il est adressé au comité 870, respecté et bien aimé. Monsieur Sophan, est-ce un télégramme que vous vous rappelez avoir décodé durant cette période, en l'occurrence en 78? Est-ce un des télégrammes qui sont passés par votre bureau? Réponse. Je me rappelle que c'était une zone qui avait été créée récemment. Il y avait une zone autonome à Siem Reap et Preah-Vihear. Cette zone a été supprimée et rebaptisée Zone 801. Moi-même et mon équipe,
Nous avons décodé des messages provenant de cette zone. Question. Prenons le deuxième paragraphe avant la fin. Je donne les ERN en khmer 0000, 10 61 et 62. En français 00 611 725 et en anglais 00 182 758. Il est question d'une session d'études. Je cite: d'après l'exposé des camarades des communes, au cours de la session d'études, on a appris que cette année, dans le secteur de Pravihir, la plupart des endroits connaissaient la famine, car il y a eu beaucoup de repiquage, mais la qualité était mauvaise et du coup la récolte a été mauvaise. Vous souvenez-vous que la nouvelle zone nord ait communiqué ce type d'informations faisant état de mauvaises récoltes et de pénuries alimentaires? Réponse. Le télégramme que j'ai sous les yeux ne semble pas contenir la partie que vous avez lue. Dans le télégramme que j'ai en main, on peut lire « envoyé au comité 870 ». Ça ne correspond pas à ce que vous avez lu. L'accusation. C'est peut-être parce que j'ai lu un extrait différent du vôtre. Peut-être que l'huissier d'audience pourrait vous aider. En khmer, c'est un paragraphe qui commence en bas de la deuxième page et qui continue à la troisième page. Peut-être qu'on pourrait faire la lumière sur ce point pour nous assurer que nous parlons du même document. Ce paragraphe, en anglais, commence par « The cattle was also destroyed ». Les bœufs et les buffles furent saccagés, etc., etc. Et ça continue sur la page suivante. Et l'on parle des pénuries. L'huissier d'audience me dit que les documents coïncident. Mais pour ne pas perdre trop de temps là-dessus, de façon plus générale, je vous demande si vous vous souvenez que la nouvelle zone nord ait envoyé des informations telles que celle-ci concernant les pénuries alimentaires que connaissait la population. Réponse. Dans les télégrammes précédents, il était question d'une augmentation de la production, mais dans celui-ci, on parle d'une pénurie en matière de production rizicole. Du coup, il y a eu des pénuries dans certains endroits, et en l'occurrence, c'était dans le secteur de Pravihir. L'accusation.
Laissons ce document de côté. Nous en avons fini des télégrammes. Et j'ai encore une ou deux questions finales concernant les télégrammes de façon générale. Au cours de ces derniers jours, nous avons examiné un certain nombre de télégrammes dont vous avez pris connaissance. D'après votre expérience, vous qui avez travaillé avec ces documents de 75 à 79, considérez-vous que ces documents ont l'air d'être authentiques et d'être des documents datant de l'époque du Kampuchea démocratique? Réponse. Les télégrammes que j'ai vus, que j'ai examinés au cours de ces derniers jours dans ce prétoire, correspondent effectivement aux télégrammes que moi-même et mon groupe avons décodés. Il n'y a eu qu'une exception. C'était le télégramme envoyé à M81, télégramme que je n'avais jamais vu à l'époque. Mon groupe n'a pas décodé ce télégramme. Pour les autres, je constate qu'il s'agit de télégrammes décodés par mon groupe et par moi-même. L'accusation. Merci. Voilà pour les télégrammes. Je passe à autre chose. J'espère que nous pourrons passer là-dessus assez rapidement. Mesdames, Messieurs les juges, hier, j'ai voulu donner lecture aux témoins d'une transcription du FBIS. C'est un des documents qui n'ont pas été placés dans l'interface. Et on nous a dit qu'il fallait indiquer aux parties quels étaient les documents que nous voulions utiliser. Nous l'avons fait. Il s'agit d'un de ces documents. E3, barre 118, datant d'avril 75, FBIS. La date est, dans cette partie, 17 avril 75. Comme je l'ai dit hier, il n'y a pas de version khmer ni française, même si nous avons fait une demande de traduction. Avec l'autorisation de la Chambre, je voudrais donner lecture d'un bref extrait de ce document pour voir si le témoin le reconnaît. Car il est question de la victoire du 17 avril. Il y a peut-être ici un message que le témoin a pu contribuer à préparer aux fins de radiodiffusion. Le président, je vous en prie. L'accusation. 00166 976. Monsieur le témoin, le 29 août, vous nous avez expliqué comment un message avait été transmis le matin du 17 avril. Ce n'était pas un message secret. Vous avez reçu instruction de préparer ce message aux fins de radiodiffusion. Je vais donner lecture de ce passage et puis vous demander si c'est le message que vous avez contribué à préparer. Il s'agit d'une émission radio de la voix du funk. C'est en khmer. La date est le 17 avril 1975 et voici
ce que dit ce texte. Je cite. Information spéciale. Nous avons complètement libéré Phnom Penh. Dans la matinée du 17 avril 1975, à 9h30 du matin, nous avons complètement libéré Phnom Penh. Je passe au paragraphe suivant. Sur le front nord, nous sommes passés par le pont Chro Changwar et nous avons capturé et occupé le Wat Phnom le matin du 17 avril. Ensuite, nous avons avancé pour occuper tant le marché nouveau que le vieux marché. Sur le front du nord-ouest, durant la nuit du 16 avril, nous avons occupé tout Tuol Kork. Dans la matinée du 17 avril, nous avons énergiquement avancé et occupé toute la gare ferroviaire de Phnom Penh ainsi que toute la zone ministérielle située au sud de la gare. Ensuite, il y a une description de la capture du reste de la ville. Sur la base des extraits que j'ai lus, monsieur le témoin, est-ce que ce texte correspond au message que vous avez reçu le 17 avril et qui a ensuite été radiodiffusé? Réponse. Oui, il s'agit du même message. Question. Vous souvenez-vous de qui vous a envoyé ce message? Réponse. C'est le groupe de Pon, le groupe qui était sur le champ de bataille, qui m'a envoyé ce message de façon à préparer un message aux fins de radiodiffusion. And apart from this message, Question. Et à part ce message du 17 avril, avez-vous reçu d'autres messages à des fins de radiodiffusion le jour du 17 avril? Réponse. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Le message était le même et a été diffusé à la radio pendant plusieurs journées. Le procureur, merci. Et toujours concernant la radiodiffusion, nous allons remonter jusqu'en février 1975. Il s'agit d'une autre diffusion dans le document E3/117. C'est le document Phibis du mois de février 1975. Et je vais me référer à la page en Khmer 00 24 23 08 en français 0028 14 32 et en anglais 0016 67 72. Je dispose d'un exemplaire papier, mais dans la mesure où il s'agit d'une diffusion, peut-être préférez-vous ne pas le remettre au témoin. Je peux également lui lire cet extrait. Le président. Vous pouvez poursuivre. L'huissier d'audience peut transmettre l'exemplaire papier du document au témoin. Monsieur Sopang, il s'agit d'une traduction en khmer
Ce n'est pas un document provenant du Kampuchea démocratique ou datant de 1975. Il s'agit d'une retranscription d'une radiodiffusion. Mais j'aimerais savoir si vous vous rappelez cette radiodiffusion par la voix du funk en date du 26 février 1975. Il s'agit du texte d'un communiqué de presse du 26 février concernant la deuxième session du Congrès national des 24 et 25 février, réunissant les représentants du FUNC et d'autres organisations. Dans le premier paragraphe, nous lisons, et je cite, « En ce qui concerne les 7 traites de Phnom Penh, le Congrès national a décidé que les traîtres Lon Nol, Sirik Matak, Son Nyok Tan, Cheng Hang, In Tam, Long Boret et Sosten Fernandez sont les chefs des traîtres et les meneurs du perfide coup d'État antinational qui a mis fin à l'indépendance, à la paix et à la neutralité du Cambodge. » Un petit peu plus loin, au nom du FUNC, du GRUNC et des forces armées populaires pour la libération nationale du Kampuchea, le Congrès national déclare qu'il est indispensable de mettre à mort ces 7 traîtres pour leur trahison contre la nation. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous vous souvenez de cette diffusion datée du 26 février 1975 ? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Parce qu'à cette époque, je n'avais même pas de poste radio me permettant d'écouter les diffusions à la radio. Par ailleurs, je ne savais pas où se tenait le Congrès national, ni à quel moment. Le procureur. Merci. Nous allons donc passer à un autre document, un document qui est en pièce jointe à vos déclarations. C'est le document D200-9.12. Il s'agit d'un tableau que le témoin a préparé et qui a ensuite été annexé au procès-verbal de son audition par le bureau des co-juges d'instruction. Nous pouvons l'afficher à l'écran. Nous avons une copie pour le témoin. Le président, allez-y. I'm going to ask Le coprocureur. Je vais demander à l'unité audiovisuelle de bien vouloir continuer à afficher ce schéma à l'écran pour que tout le monde puisse voir ce dont nous allons discuter. Nous avons ici un schéma comportant 4 rectangles en haut, dont un qui concerne le comité 870K1 avec Pol Pot entre parenthèses, un autre 870K1, ensuite vers la droite le rectangle Présidium d'État Khieu Samphan et tout à fait à droite Assemblée des représentants du peuple Nunchia.
Est-ce que j'ai bien lu cette partie du schéma, monsieur le témoin? Réponse, oui. Now, the first Question. section of the diagram on the left-hand side, Dans la première partie du schéma, à gauche, 70-K1, sous le carré 870-K1, nous avons un cercle. À l'intérieur de ce cercle, il est écrit télécommunication avec les noms PON, PAN et YO. do I understand correctly that the pung in the middle is Est-ce que le PAN au milieu est bien vous-même? Réponse. Oui, c'est moi, Nong So Pang. we see arrows from Question, merci. Il y a ensuite des flèches. arrows pointing down Partant de ce cercle, sur la gauche, and autonomous sectors et and also pointing dirigé vers les zones et les secteurs autonomes, avec un renvoi vers le cercle, vers l'unité de télécommunication. Est-ce que cela décrit bien les communications telles qu'elles existaient entre 1975 et 1979? Réponse. Oui, c'est cela. C'était la communication qui se faisait par télégramme du haut vers les niveaux inférieurs et de ces niveaux inférieurs vers le haut. D'après mes souvenirs, il y avait encore une autre zone, la zone 801. Et il y avait peut-être d'autres lignes de communication à partir de 1978. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une ligne de communication directe avec la marine, avec le port de Kampong Sam, avec la pêcherie et un groupe qui était basé à Aragne et qui devait communiquer directement avec le centre. En voyant ce schéma, je me rends compte qu'il n'est pas exhaustif parce qu'après 1978, il y avait d'autres lignes de communication qui ont été mises en place. Le coprocureur, merci pour cette description complète. En restant à gauche de ce schéma, a number of in rectangles at the bottom of nous avons plusieurs rectangles en bas à gauche. from top to bottom we have sector, district, commune, Allant du haut vers là bas, nous avons secteur, district, commune et village avec des flèches allant dans les deux sens entre ces différents niveaux jusqu'à la zone et ensuite remontant jusqu'à l'unité de télécommunication. Qu'avez-vous voulu représenter dans cette partie-là de votre schéma? Réponse. J'ai voulu illustrer la communication entre les zones, les villages, les sous-districts, pour montrer que la communication ne se faisait pas directement avec le service de télécommunication. Leur message devait transiter d'abord par les zones. En d'autres termes, on peut dire que les zones étaient chargées
de rassembler les messages qui leur parvenaient et de les préparer avant de les envoyer aux échelons supérieurs, parce que les messages provenant des villages ou des communes ne pouvaient pas être envoyés directement au centre. Dans chaque zone, le même système existait. Personne ne pouvait envoyer de rapport directement au centre, à l'exception des 3 zones autonomes de Siem Reap, Damunche et Mondulkiri. Ces 3 zones spécifiques et autonomes étaient habilitées à faire rapport directement au centre ou directement au service de télécommunication. Le procureur, je pense que nous avons peut-être un léger problème de traduction. Pour confirmer donc les 3 dernières zones que vous avez décrites. Donc, on a entendu en anglais qu'il s'agissait de zones autonomes. Est-ce que c'est bien ce que vous avez voulu dire? Réponse. Les zones autonomes étaient des secteurs indépendants qui n'étaient pas sous la supervision des zones. Donc, en fait, c'était des secteurs autonomes habilités à envoyer des rapports directement au comité central sans transiter par les zones. Ils avaient le pouvoir de faire cela. Le procureur, merci. Si on regarde maintenant vers la droite du cercle concernant la télécommunication, nous avons un autre rang portant le titre S71 et les noms Pang, Pum et Ken. Dans votre déclaration E3/67 à la page en khmer 0029 45 38, en français 0037 49 35 et en anglais 0048 39 66, vous avez décrit ce bureau, et je cite, sous la direction du comité, sous le commandement du bureau 870, il y avait S71 qui était une unité sous la direction de 870 et en Pang comme chef, Pum comme adjoint et Ken comme membre et chef de la sécurité de K1. Autour de S71, il y avait les bureaux K7, K12, K18 et plusieurs autres K autour de S71. Le réseau des K autour de Pang et tous les K étaient sous la tutelle directe du centre du parti. Pol Pot était le secrétaire du parti et le chef du comité 870. Le terme chef du bureau 870 n'était pas utilisé. Dans les télégrammes, on mettait habituellement 870, c'est-à-dire le comité central. Monsieur le témoin, est-ce que cela résume bien ce que vous avez dit aux enquêteurs? Réponse. Je tiens à souligner le fait que ce n'était pas S21, mais S71, sous la responsabilité du comité 870. J'ai déjà parlé des bureaux autour de S71 et j'ai décrit les membres du comité de S71 et c'est bien donc ce que vous avez lu,
C'est bien ce que j'ai indiqué concernant ce comité. Le procureur, merci beaucoup. Il s'agissait peut-être d'une erreur d'interprétation ou peut-être me suis-je mal exprimé, mais nous parlons bien de S71 et non pas de S21. Recap, S71. Pour résumer donc, le S71 était sous le commandement de Pang et sous la direction du comité 870 ou le comité central. Est-ce que c'est bien ce que vous avez représenté dans ce schéma? Réponse, oui, c'est exact. Thank you. Now, Question, merci. chart, Revenons au schéma look at the rectangles on top. et les rectangles en haut de la page au-dessus de S71, nous avons le comité 870. Et à droite, nous avons président du Présidium d'État, M. Khieu Samphan. Sous le Présidium figure une liste de ministères. And then to the right, of course, we see another rectangle. Ensuite, à droite, nous avons un autre rectangle, Assemblée des représentants du peuple, In the interest of avec M. Nunchia. your description of the rest of Je vais vous lire ce que vous avez dit concernant ce schéma et vous demander de le confirmer ou de rajouter ou corriger le cas échéant. this continues from the previous section statement Donc, toujours dans la déclaration du document E3/67, vous poursuivez en disant la chose suivante. Sous la direction du centre, il y avait divers ministères et ces ministères étaient aussi placés sous la direction du Présidium de l'État et ont Khieu Samphan comme président. D'après mes souvenirs, sous la direction du parti et de l'État, à l'époque, il y avait le ministère de la propagande, et je vais m'arrêter là parce que vous mentionnez plusieurs ministères, je vais m'arrêter pour gagner du temps, mais un peu plus loin, quant au ministère de la Défense, il était séparé des autres ministères. Il était placé sous la tutelle directe du centre et dirigé par Son Sen. Plus loin encore, l'État et le parti devaient se réunir et communiquer entre eux. En réalité, tout était sous la direction du parti. Est-ce que cela résume bien la description que vous avez donnée de ces relations? Réponse. Oui, en effet. C'est ce que j'ai écrit, mais je souhaiterais apporter des corrections, notamment en ce qui concerne l'industrie et la station ferroviaire. C'est Vornvet qui était responsable de ces ministères. Et ce n'était pas le chef du ministère de l'économie et des finances. Ça, c'est une erreur de ma part. Le ministère de la Défense nationale était dirigé par son Excellence Son Sen, qui était le commandant en chef et il y avait plusieurs divisions, plusieurs directions sous la tutelle de ce ministère, y compris l'armée de l'air. Et ces divisions ne rendaient pas rapport directement à mon service de télécommunication. Comme je l'ai dit, seule la marine, sous la direction de M. Mout, pouvait contacter directement le centre de télécommunication. Je tiens à rajouter cela pour être bien clair et pour que vous compreniez bien mon schéma. Le procureur, je vous remercie d'apporter ces précisions nous permettant de bien comprendre. Je vais revenir à l'extrait que je vous lisais.
passer à un autre passage en poursuivant ce que j'ai lu. Et le présidium de l'État, c'était la partie de l'État actuellement appelée le gouvernement, et il y avait l'Assemblée des représentants du peuple. Cette assemblée était dirigée par Nunchea comme président. Actuellement, nous les appelons les représentants du peuple. À l'époque, c'était le parti qui dirigeait tout. Tous étaient sous le pouvoir du parti. Même l'Assemblée du peuple était sous le parti. Et le parti, c'était le comité 870. Le comité 870 désignait le comité central composé de messieurs Pol Pot, Nunchea, Ieng Sary et d'autres personnalités. Et S71 était une petite entité du comité central, du centre du parti. Elle n'avait pas de pouvoir sur les différents ministères ni sur l'armée. Je vais m'arrêter là. Est-ce que cela reflète bien la description que vous avez donnée de ces différents organes? Réponse: oui, c'est exact. C'est bien ce que j'ai déclaré au co-juge d'instruction. Question: est-ce que cette description est basée sur votre expérience acquise pendant la période du Kampuchea démocratique et basée sur ce que vous avez vous-même appris dans le cadre de vos fonctions et de vos échanges avec les personnes autour de vous? Réponse: sur la base de ce que j'ai vécu pendant le régime du Kampuchea démocratique, j'ai bien vu que tout était géré par le parti. Le parti était l'organe suprême, l'autorité supérieure. Même le présidium de l'État et l'Assemblée des représentants du peuple, qui étaient des institutions importantes sous le régime du PCK, étaient tout sous l'autorité et sous la supervision du comité 870. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai vécu pendant le régime. D'après ce que j'ai compris, il n'y avait personne au-dessus du parti. Il n'y avait personne au-dessus du comité 870. En d'autres termes, c'était le frère numéro 1 qui était l'autorité suprême. Question: merci. Nous en avons terminé avec le schéma et j'arrive à la fin de mes questions. J'aimerais vous demander concernant les archives maintenues dans votre bureau. Vous nous avez dit dans votre déposition que les télégrammes que vous avez aidé à décoder étaient conservés sous forme de copies dans vos bureaux. Qu'est-il advenu de cette documentation qui était dans votre bureau début janvier, avant l'arrivée des forces vietnamiennes? Réponse: dans mon unité,
en janvier 1979, au début janvier, avant de quitter mon unité, je n'ai rien conservé, même pas une seule page de documents secrets. Tout a été brûlé. Donc, les informations secrètes ou les documents que vous avez obtenus ne proviennent pas des documents dont moi-même j'avais la responsabilité. Question, merci. Est-ce vous-même et votre équipe qui avez détruit ces documents? Et est-ce que vous les avez détruits suite à un ordre ou une instruction? Réponse. J'étais le dernier à partir le 7 janvier 1979. À 9h30 du matin, je suis partie. Et je pensais donc qu'en partant, je ne pourrais plus jamais revenir. Et donc, c'est moi-même qui ai pris cette décision. Question. Merci, je passe à un dernier sujet. Je n'en ai que pour quelques minutes. Nous avons parlé en détail des rôles de PON et de YO au sein de la structure de télécommunication. Pouvez-vous nous dire ce qui leur est arrivé? Ont-ils continué à travailler au bureau jusqu'à l'arrivée des forces vietnamiennes? Je ne sais pas si ces deux hommes sont restés là. Je ne sais pas non plus s'ils ont disparu. Donc, je n'étais pas au courant. Question. J'aimerais vous montrer un document et voir si vous reconnaissez les noms qui figurent dans ce document portant la cote IS 16.90. Il s'agit d'un tableau contenant des noms et portant le titre du ministère S71. Je vais le montrer au témoin et lui demander d'identifier deux noms. Le président. Je vous en prie, allez-y. Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. L'accusation. Monsieur Sopang. Prenons le numéro 8 de cette liste. Le nom est Rotan, alias Yo. Colonne suivante, âge 26 ans, puis la mention M, certainement sexe masculin, et à la droite, président bureau K18. Tout à droite, il y a d'abord une date, 11 mai 78, et à l'extrême droite, dossier en cours d'élaboration. S'agit-il de la même personne que Yo, celui dont vous avez parlé dans votre déposition? Réponse.
Je ne connais cette personne que sous le nom de Yo. Je ne connaissais pas le vrai nom de cette personne. Or, ici, on lit Office K18. Effectivement, K18 lui appartenait. L'accusation. Un autre nom dans le même document, le numéro 18. Uk Tan, alias Pon, âge 30 ans, sexe masculin, président du bureau des téléphones du ministère, 4 avril 78, et à l'extrême droite en cours d'interrogatoire. S'agit-il du PON dont nous avons parlé ces derniers jours? Réponse. Je ne connais pas le vrai nom de PON. Mais en examinant le sexe et l'âge de cette personne, ainsi que la position, à savoir président du bureau des téléphones, en réalité, PON était chargé des téléphones à Phnom Penh et il était plus haut que moi dans la hiérarchie. Je ne suis pas certain. C'est peut-être la même personne. Ici, il n'y a pas de photo. Il est indiqué bureau du téléphone du ministère. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. S'il était indiqué qu'il était chargé des messages confidentiels pour Pol Pot, ce serait plus clair de mon point de vue. Pour moi, ce qu'on trouve sur ce document est assez flou. L'accusation. Merci, Monsieur Nong Sopran. Je n'ai plus de questions à vous poser. Je vous remercie sincèrement, au nom du bureau des coprocureurs, d'être venu déposer et d'avoir expliqué de manière aussi détaillée votre expérience. Merci pour le temps qui nous a été alloué, Monsieur le Président. Avec votre autorisation, nous souhaitons laisser la parole aux avocats des parties civiles. Le Président. Merci. La parole est aux co-avocats principaux pour les parties civiles qui ont à présent l'occasion d'interroger ce témoin. Maître Pic-Hang. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Maître Tisrina et sa consoeur internationale ont été désignés pour se charger de l'interrogatoire. Le Président, je vous en prie. Maître Tisrina. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Je m'appelle Tisrina. Je suis une des avocates des parties civiles. Bonjour, Monsieur le témoin. Merci beaucoup pour votre patience. Patience dont vous avez fait preuve au cours de votre déposition ces derniers jours. J'ai quelques questions à vous poser dans le but de clarifier certains points. Je vais revenir à ce que vous avez déclaré le 29 août. Il s'agissait de la situation qui prévalait avant 1975. En réponse à l'accusation, vous avez dit avoir rencontré Pol Pot et Nguyen Chea à B17. J'ai donc une question à vous poser pour obtenir des éclaircissements là-dessus.
À l'époque, quand vous avez rencontré Nuncha et Pol Pot, à combien de reprises les avez-vous rencontrés? Réponse. À B17, je ne les ai pas rencontrés directement, je n'ai pas discuté avec eux directement. J'ai vu Pol Pot et Nunchea. Ils sont passés devant moi en inspectant le travail de mon groupe. Quand ils sont passés devant moi, en réalité, je ne les ai pas reconnus, car j'étais nouveau. C'est après leur départ que j'ai posé des questions pour savoir qui étaient ces deux frères corpulents. J'ai demandé comment ils s'appelaient et on m'a dit leur nom. Mais en fait, je n'ai pas eu de discussion avec eux. La partie civile. Merci pour ces éclaircissements. Question suivante. Elle concerne également B17. Vous avez dit que B17 était un site de rééducation où les gens devaient se forger. Pouvez-vous confirmer cela? Réponse. B17 était un site sur lequel les gens devaient se forger, comme je l'ai déjà indiqué. Sous ce régime, si des gens étaient recrutés pour se charger de tel ou tel travail, quant à moi, mon statut a été modifié car j'appartenais à la classe moyenne et si je devais pouvoir m'acquitter de mon travail, il fallait que je me forge. Ensuite, le parti devait voir si j'étais capable de résister aux épreuves, à savoir travailler sous la nuit, jour et nuit. Il fallait prouver qu'on pouvait travailler comme un paysan ordinaire. La partie civile. Excusez-moi, je vous interromps. Vous dites que B17 était un site où les gens devaient se forger avant d'être recrutés pour travailler au service du parti. À B17, quelle forme prenait ce travail visant à se forger? Réponse. Ce travail visant à se reforger ne s'adresse pas spécifiquement à l'équipe de décodage. Notre position devait être renforcée, mais ça ne concernait pas que l'équipe de décodage. La partie civile. Merci, c'est clair à présent. Je passe à la situation qui existait après 1975. D'après ce que vous avez dit, après votre arrivée à Phnom Penh, vous avez été chargé de décoder des messages évoquant la victoire du Parti communiste du Kampuchea. Avez-vous jamais eu sous les yeux des télégrammes parlant des mesures prises contre les ennemis du groupe de Lon Nol après la victoire? Et si oui, quels étaient les auteurs de ces télégrammes? Réponse. Je n'ai pas décodé beaucoup de télégrammes sur Lon Nol.
À ma connaissance, l'Onol avait déjà pris la fuite avant la victoire et la libération. Il n'y a rien eu sur l'Onnol. Concernant les messages parlant de la victoire, ce n'étaient pas des messages confidentiels, mais bien publics. Ce message n'était donc pas chiffré. La partie civile. Ma question ne portait pas sur l'Onnol lui-même. Ma question portait sur les ennemis. Le PCK se battait contre les forces de l'Onnol et après la prise de Phnom Penh, ma question est de savoir si le parti a pris des mesures pour savoir qui étaient les ennemis associés à l'Onnol. Avez-vous eu sous les yeux des messages ou des télégrammes parlant de mesures visant à déterminer qui étaient ces ennemis associés à l'Onnol? Êtes-vous au courant par ailleurs d'éventuelles mesures ayant été prises contre les soldats de l'Onnol? Réponse: non. Je n'ai jamais vu ce type de message. Comme je l'ai déjà indiqué, j'étais dans une bananeraie. Je ne connaissais pas la situation réelle qui prévalait dans les bases. En ce qui concerne les messages que je décodais, jamais je n'ai vu de message parlant de mesures à prendre contre les soldats de l'Onnol. Question. La semaine passée, vous avez dit que les messages entrants étaient des rapports et que le message sortant était des instructions. Vous avez dit que certains télégrammes étaient courts et qu'ils venaient des secteurs et qu'ils étaient adressés au comité 870. Ma question est la suivante. Combien de types de télégrammes y avait-il? Réponse. Les télégrammes venant des comités de secteur et adressés à l'échelon supérieur étaient confidentiels, car ils avaient trait à des réunions des cadres supérieurs et donc cela a été classé confidentiel. À l'époque de ce régime, je n'ai pas vu de télégramme des zones ou des secteurs dans lesquels une demande était faite en vue de rencontrer l'échelon supérieur. Question. Excusez-moi, peut-être n'ai-je pas été suffisamment clair dans ma question. Quand vous étiez décodeur, y avait-il une classification des documents en différents types? Par exemple, une demande ou un rapport. N'y avait-il que deux catégories de télégrammes, celles que je viens de mentionner? Réponse.
il y avait des télégrammes confidentiels et publics. C'étaient les deux seules catégories existantes. Les télégrammes publics parlaient des victoires remportées. Il s'agissait d'un contenu pouvant être diffusé ouvertement à l'intention du pays et du monde. En ce qui concerne les messages ou les télégrammes confidentiels, ceux-ci devaient être chiffrés selon différents niveaux. Question. Vous parlez de messages confidentiels. Ma question est la suivante. Qui déterminait le caractère confidentiel de ces télégrammes? Était-ce votre équipe ou bien quelqu'un d'autre? Réponse. Cela n'est guère difficile à comprendre. Au sein de mon équipe, il y avait un principe selon lequel tout le monde pouvait savoir si un télégramme donné était public ou confidentiel. Selon ce principe, il y avait une distinction claire entre les messages publics et confidentiels. En ce qui concerne les messages confidentiels, parfois ils comportaient des annotations apportées par les dirigeants, disant confidentiel ou strictement confidentiel. Question. Sur la base de votre expérience de décodeur, de télégramme, je vous pose la question qui suit. Après avoir décodé un message, celui-ci devait être envoyé à ses destinataires. Après le décodage, quelqu'un d'autre vérifiait-il si vous aviez décodé le message intégralement? Réponse. Dans mon équipe, avant qu'un message ne soit remis à K1, c'était moi qui supervisais le travail et qui supervisais les membres du groupe qui décodaient les messages. C'est donc moi qui procédais aux vérifications, notamment pour détecter les éventuelles fautes d'orthographe dans le nom des destinataires. Question. Vous dites que c'est vous qui vérifiez le message après son décodage. Ma question est la suivante. Le contenu du message décodé était-il vérifié pour assurer la conformité avec le message original tel qu'il avait été reçu? Réponse. Pour ce qui est des éventuelles erreurs, c'était le groupe de PON qui pouvait venir vérifier. S'il y avait une faute d'orthographe, quelqu'un de son groupe le signalait et me donnait un coup de fil aux fins de vérification. Question. Plusieurs télégrammes vous ont été montrés par l'accusation. Et vous avez dit certaines choses concernant la forme sous laquelle se présentaient les télégrammes. Ma question portera sur
le chiffre associé au télégramme, commençant par 1, 2, 3 ou autre. Est-ce que l'on remettait le compteur à zéro tous les mois ou tous les ans? Comment cela fonctionnait-il? Réponse. De manière générale, on arriverait rarement à un nombre à 3 chiffres. En général, le numéro était compris entre 1 et 99, mais parfois j'ai vu des télégrammes atteignant le chiffre de 200 ou 300. Le nombre fixé par l'équipe de décodage pouvait être déterminé en fonction du jour du premier message ou en fonction du nombre de télégrammes. Ça, c'était le cas pour les zones, pour la zone 1. Mais en général, comme je l'ai dit, au sein de mon équipe de décodage, le principe était que quand on arrivait à 99, on recommençait à 0,1. Question. Concernant ce nombre commençant à 0,1 et allant jusqu'à 99, d'après ce que vous avez dit, on atteignait parfois les 3 chiffres. Quelle était la différence entre ces deux méthodes? Par ailleurs, compte tenu de votre expérience, pensez-vous que ces deux méthodes étaient acceptables pour ce qui est du numéro séquentiel? Réponse. Quant au numéro séquentiel, il y avait donc cette différence qui ne me paraît pas problématique. C'était analogue au télégramme décodé par mon équipe. L'unité dans laquelle travaillait C utilisait un numéro séquentiel différent. Peut-être qu'il avait commencé à 0,1 et peut-être qu'au moment du télégramme en question, on était arrivé à 324. Donc la question du numéro séquentiel de télégramme n'est pas vraiment un problème. Question. Hier, l'accusation vous a montré des télégrammes. Vous avez reconnu les annotations manuscrites apportées à certains télégrammes. Existait-il des télégrammes se présentant sous cette forme à l'époque du Kampuchea démocratique? Réponse. Oui. La forme avec l'entête
existait, même si certaines unités utilisaient une forme d'entête quelque peu différente, disant par exemple à Ankar 870 ou à l'Ankar ou à 870. Mais la forme était analogue. Il y avait une en-tête avec l'indication du destinataire et à la fin du télégramme, il devait y avoir un complément d'information. Par exemple, on appelait de ses voeux la victoire ou encore on disait chaleureusement ou fraternellement. Ça concerne donc la forme. Mais il y avait quelques différences d'une zone à l'autre. Mais pour ce qui est de l'entête et de la rubrique finale, c'était similaire. Il fallait aussi une date ainsi qu'une signature de l'auteur du télégramme. Chaque télégramme devait comporter ces caractéristiques formelles. Quant au corps des télégrammes, cela variait. Il n'y avait pas de format unique. Par principe, un télégramme devait être bref mais précis. En cas d'incident, cet incident devrait être décrit brièvement et précisément. Par exemple, point numéro 1, telle et telle information, point numéro 2, telle et telle information. Donc, il y avait une certaine variation quant au corps du télégramme. Question, d'après vous, sous le Kampuchea démocratique, il existait des télégrammes se présentant sous telle forme, n'est-ce pas? Réponse, oui. សូមអរគុណ La partie civile, merci. Concernant l'évacuation de la population déplacée d'un secteur à un autre, vous avez dit hier, lorsque l'accusation vous a présenté le document E3/16 au sujet de l'évacuation des habitants vers la zone nord-ouest, donc vous en avez parlé, mais je voulais savoir si vous étiez au courant du déplacement de la population déplacée de l'est vers le nord-ouest. Étiez-vous au courant de ces déplacements de population? Réponse. Concernant les déplacements de population et des télégrammes, j'ai déjà parlé de ceux concernant l'évacuation de la population musulmane. Je n'ai pas été chargée de décoder des messages concernant ce déplacement. Pour être honnête, les choses qui se passaient dans les bases n'étaient pas de mon ressort. Je ne faisais que travailler au bureau.
Je n'étais pas au courant des évacuations, je ne savais pas ce qui s'est passé pendant les purges non plus et je ne tiens pas à en parler. Le président, merci maître, merci monsieur le témoin. Nous sommes à l'heure de la pause. L'audience est suspendue pendant 20 minutes. Huissier d'audience, veuillez aider le témoin pendant la pause et veuillez leur accompagner au prétoire pour la reprise des débats. សូមអញ្ជើញក្រងជើង